Bon matin, fais-tu beau par chez vous? C'est quoi cette voix-là? Je sais pas, je faisais genre un gars qui parle de météo là, au téléphone, là, qui répond « Pis, ça va? » Ça va, pis toi? Ça va, ça va. Écoutez, mon nom est William, autrement, là, si vous ne parlez pas souvent au téléphone, et l'autre personne que vous entendez parler est Hélène. Ça part tellement à couille. J'aime Oui. tout. Mais écoute, c'était une façon d'introduire le sujet. Ouais, je comprends. Parce que de quoi qu'on va parler aujourd'hui, Will? Ben, écoute, à toi de me le dire en premier, parce que ça a plus de sens que si tu le dis en premier. Ben, on va parler de prévision météorologique. Effectivement. Comment qu'on prédit le temps qu'il va faire dans C'est ça, parce qu'on dit quelques que heures, quelques jours? tout le monde a un peu un avis quand tu check Météo Média aux affaires de même, mais là, tu vas régler ça une fois pour toutes. Là. Exactement. Puis ben moi, je vais vous parler un peu des pluies plus étranges, les fameuses pluies d'animaux, là, tu sais, les pluies de grenouilles, les affaires de même là, dans l'histoire. C'est-tu vrai ces affaires-là? Si oui, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est ça? Ben pour le savoir, il faut écouter l'épisode. Puis avant, ben, il faut partir le générique. Effectivement. Will, pour cet épisode, je fais une Colette Provencher de moi-même et je vous explique comment on fait pour prédire la météo autre que de voir des gros nuages noirs et courir ramasser le set de patio. Hein. Il y a des techniques un Oui, petit ça, peu c'est pas beaucoup d'avance là, non, comme technique. C'est ça. Avant toute chose, ben, il faut savoir où on prend les données parce que l'atmosphère, c'est grand longtemps. Les phénomènes météorologiques comme tels, ils se passent principalement dans la troposphère, donc la couche de l'atmosphère qui fait environ 12 km d'épaisseur à la surface de la Terre. OK. Fait que tu prends le sol, tu montes 12 km. Oui, là, ben ça, cette partie-là, ça allait. Là, ça, c'est pas la troposphère. C'est là qu'on retrouve en fait les masses d'air qui sont à l'origine de la pluie et du beau temps. Pour t'expliquer très simplement, tu le sais, là, au niveau de l'équateur, il fait naturellement plus chaud parce qu'on est physiquement plus près du soleil que, par exemple, au pôle Nord ou au pôle Sud. Cette partie-là, ça va aussi. Qu'est-ce que ça fait, l'air chaud? Ça monte. Ça monte, dire qu'il fait chaud, mais ça n'a pas rapport. Là, ça monte. C'est plus ça l'information. Ça monte, puis en prenant de l'altitude, ben, ça finit par refroidir et redescendre vers les pôles, ce qui forme des boucles. Fait que t'as comme plein de boucles autour de la troposphère qui sont la circulation d'air. L'air chaud aussi, ça contient des particules d'eau. Hein, t'as juste à penser, par exemple, quand tu mets un repas dans un Tupperware puis qui est encore chaud, il y a de la condensation, des gouttes d'eau qui se forment sur le couvercle, d'où l'apparition des nuages et potentiellement de précipitations. En été, il fait plus chaud au Québec parce que l'inclinaison de la Terre fait en sorte qu'on est plus près du soleil qu'en plein mois de janvier, par exemple. Là, ben, maintenant qu'on a révisé notre science de secondaire 1... Oui, ça, c'était pas la partie qu'on devait être surpris. Là. Non, c'est ça. Ben, ça nous dit pas comment on fait pour dire quelle température il va faire dans 3 jours ou est-ce qu'il va pleuvoir ou neiger, etc. Tu te doutes bien que les météorologues utilisent des technologies informatiques et se basent sur des algorithmes pour prédire les conditions météo. Sinon, ben, je te l'apprends. Ben là, non, encore une fois, ça va. Pour être plus précise, ils vont collecter diverses données à l'aide de stations météo terrestres, de ballons-sondes, de radars, de bouées et de satellites, entre autres. Toutes ces sources de données-là, elles sont combinées pour former ce qu'on va appeler un réseau d'observation de données. En gros, on les compile dans des ordinateurs puis on crée des modèles informatiques. Oui, dans le fond, on compare les données à savoir si ça a-tu du sens l'une par rapport à l'autre, etc. C'est ça. Mais évidemment, ben, ça va plus loin que ça, là. Oui, tu fais pas juste dire « Ah, il fait beau, là ». C'est tout. Voilà, journée. fin de l'épisode. Non, ben dans le fond, les stations météo donc terrestres, elles vont servir surtout à mesurer les paramètres près du sol, comme l'humidité, l'intensité et la direction des vents. Ils sont mesurés à des hauteurs variant entre 2 et 10 mètres du sol environ. Les ballons-sondes, eux, vont être composés d'un ballon rempli d'hélium, qui est plus léger que l'air qu'on respire, puis d'une nacelle qui va contenir des capteurs qui ont pour objectif de récolter des données dans l'atmosphère, notamment la pression à l'aide d'un baromètre, la température à l'aide d'un thermomètre et l'humidité à l'aide d'un hygromètre. On peut évidemment aussi déduire la vitesse et la direction des vents selon leur position GPS, hein, parce que... Ben, le ballon bouge. Oui, c'est ça, le ballon, il bouge, fait que... S'il bouge vite, on voit la distance qui bouge sur les GPS. Ça va. Le ballon peut atteindre une altitude de 20 à 30 km avant d'éclater. Quand même. OK, quand même. Fait qu'en fait, on utilise plusieurs ballons jusqu'à temps qu'ils éclatent? Ouais, ben c'est ça, on en lâche un petit peu partout dans le monde. En général, 1 à 2 fois par jour. Puis les radars, quant à eux, ils vont plutôt servir à récolter des données sur les précipitations et les vents dans ces zones-là. Comment ça fonctionne?
par ondes électromagnétiques. Oui. C'est comme vraiment la saison où je deviens une physicienne, là, parce que je pense que ça fait 3 épisodes de cette saison que j'en parle. Oui, vraiment. Je veux dire que c'est la vie d'un physicien est tough, mais genre, je sais que c'est pas ta force, puis là, t'es comme pogné dans ce sujet-là depuis 3 épisodes. Ben, en même temps, je suis comme, peut-être que 30 ans, c'est pas trop tard pour comprendre ma physique de secondaire 5 ou de cégep que j'ai abandonné parce que c'est ça. On va devenir intelligent. C'est ça. En gros, le radar, il va transmettre une onde électromagnétique et si cette onde-là entre en contact avec une forme de précipitation, que ce soit de la pluie, de la neige ou de la grêle, ben ça va renvoyer un signal vers le radar et là, on va faire « Ah, il y a de la pluie qui s'en vient. Ouais. » Selon le signal, ben, on est capable d'estimer le niveau de précipitation au sol. Fait que de dire qu'on va avoir 5 mm de pluie ou 1,40 m de neige ou tout ça. On se le souhaite pas, évidemment. L'un ne devient pas l'autre, là, en passant d'ailleurs. Les satellites, enfin, ben, ils permettent d'avoir des données souvent plus précises en analysant des valeurs de rayonnement sur la planète tout entière. Dans le fond, tu as 2 types de satellites. Tu as les satellites géostationnaires, donc eux, ils restent fixes par rapport à un point de la Terre. Oui, ben comme certains satellites qu'on utilise pour autre chose. Exactement. Puis, ils vont surveiller le territoire en continu. Puis, on a les satellites à orbite polaire qui vont survoler le territoire quelques fois par jour. Donc, eux, ils vont faire plusieurs tours en mouvement là, sur une orbite, c'est ça. Et ça va nous permettre d'avoir des données un petit peu plus précises pour, par exemple, le Grand Nord canadien. Parce que si ton satellite géostationnaire, il est fixé, mettons, au niveau de l'équateur, c'est plus difficile pour lui d'aller chercher des données vers le pôle Nord. Là. C'est trop loin, là, dans Exactement. le fond. Là. Fait que ton satellite à orbite polaire, ben lui, il va passer 2-3 fois... Ça t'évite d'avoir 46 000 satellites en constamment. Orbite, là, c'est ça. Puis d'avoir une impression que, justement, on a un ciel et pas juste des robots. La nuit, ça flash de partout. C'est ça. Toutes ces données-là sont ensuite envoyées dans des supercalculateurs qui construisent des modèles mathématiques à partir d'équations de mécanique des fluides. Je m'arrête là pour l'explication de la mécanique des fluides. Là. J'ai pas envie de faire ça a l'air d'un contexte... C'est quelque chose de plus compliqué pour toi, là. C'est ça. Non, ben, c'est aussi... si je veux faire un épisode relativement concis... Je veux dire, je pourrais pas parler en détail, mais je sais que c'est quelque chose de compliqué, là. C'est ça. Au Canada, ben, c'est le Centre météorologique canadien, le CMC, qui est basé à Dorval, qui s'en charge. Je rentrerai pas, évidemment, dans les détails des calculs parce qu'encore une fois, j'ai un peu la flemme, mais je peux au moins expliquer sommairement comment ça fonctionne. Ouais. En gros, là, puis t'as probablement déjà vu ça, on découpe l'atmosphère en boîtes, donc des petites parties de volume qu'on appelle des mailles. Okay. Fait qu'on prend une carte de l'atmosphère, puis il y a comme une espèce de quadrillé. Ça, c'est des mailles. Imagine une espèce de grille géante en 3D là, qui recouvre tout le territoire pour lequel tu veux faire des prévisions météo. Ben, chaque case, c'est une maille. Pour chaque maille, on estime la température, la vitesse du vent, l'humidité, vraiment un paquet de paramètres qu'on appelle les conditions initiales. On évalue ensuite comment chacune de ces conditions initiales-là va évoluer à partir des modèles qu'on a créés au fil du temps. Ouais, fait que s'il fait telle température à tel moment, mais qu'il y a tel vent qui s'en vient, ça peut faire varier de telle façon. Exact. Techniquement, plus les mailles sont petites, plus les prévisions sont précises. Par contre, ça veut aussi dire qu'on a plus de cases à calculer si les mailles sont plus petites. Donc, on a besoin d'une plus grosse puissance informatique. Et si on veut calculer les prévisions plus loin dans le temps, bien, le risque d'erreur il est plus important. Oui, c'est pour ça que dans 7 jours ou 14 jours, tu as une estimation, mais ça va souvent varier. C'est ça. Puis, dans le fond, ça revient à dire que les mailles de plus petite taille, elles vont permettre des résultats plus précis, mais sur une plus petite période de temps. Fait que, par exemple, sur 48 heures. Fait que, mettons, si on a un 14 jours, on va sûrement prendre une plus grosse maille pour cette section-là. Fait que on va faire plus comme le Québec versus Mont-Royal. Pour des prévisions de 4, 5, 10, 14 jours, on va utiliser des mailles plus grandes, mais les résultats sont moins fiables. Ouais. Parce qu'on a comme un plus gros échantillon, si tu veux. Le CMC il utilise des mailles de 15 km par 15 km pour les prévisions sur 2 jours, tandis que pour les prévisions sur 10 jours, on est plus autour de 100 km. Fait que fait que c'est quand même une bonne différence. C'est une bonne différence, mais c'est quand même pas si pire que ça. Je me dis que ça pourrait être pire à un moment donné. Non, ce sera pas tout le Canada. C'est ça, là, j'ai dit Québec tantôt, ça n'avait pas rapport, là, mais oui.
La plupart des stations météo sont situées à proximité des grandes villes, ce qui fait que les prévisions pour les centres urbains sont aussi souvent plus près de la vérité que celles des régions rurales parce qu'on a accès à plus de données. Fait que, sorry for you, le nord du Québec. Ouais. C'est là aussi que les satellites et les ballons sondes vont venir combler le manque d'informations, donc not so sorry for you. Mais c'est en fait plus difficile qu'on le croit de prédire la météo avec exactitude, parce que combien de fois c'est arrivé qu'on annonce la pluie puis finalement, il n'y a pas une seule goutte au sol. Pas plus tard qu'en avril, on nous promettait la tempête de verglas du siècle alors qu'on n'a même pas manqué d'électricité, nous. On est trop fort. On est trop fort. Bon, évidemment, je rigole. Je sais qu'il y a des gens qui ont été quand même impactés une bonne tempête, là. Par cette tempête-là, mais pourquoi on se trompe encore parfois avec toutes les technologies qu'on a à disposition? En gros, il y a 3 choses qui peuvent nuire à l'exactitude des prédictions. La quantité de données disponibles, le temps qu'on a pour les analyser, puis la complexité des événements météorologiques. Fait que si on n'a pas beaucoup de données, ça va être plus difficile de faire une analyse exacte. Si on n'a pas beaucoup de temps, ben forcément, on a moins le temps de pousser l'analyse plus loin. Puis si c'est des événements météorologiques avec lesquels on n'est pas habitué, ben c'est difficile de prédire qu'est-ce qui va s'en venir parce qu'on l'a soit pas vécu ou très rarement. Ouais, fait que la neige, mettons, dans un pays d'Europe qui ne sont pas habitués d'en avoir, comme en France, ou nous, ben justement, le verglas, on en a, mais c'est pas la majorité de ce qu'on soit, fait qu'on pourrait se tromper un peu plus là-dedans. Ben c'est ça, puis le fait qu'on l'ait pas vécu à plusieurs reprises, ben ça nous permet pas de conclure que à chaque fois qu'il y a une tempête de verglas, c'est ça les impacts qu'il va y avoir, par exemple. On préfère se préparer au pire, mais on sait pas. Puis ça, ben c'est sans parler d'un phénomène que beaucoup de météorologues redoutent, l'effet papillon. Oui. On en a déjà parlé dans l'épisode 44. Il y a 2 saisons déjà de ça. Je peux pas croire, mais d'accord. Moi non plus, j'ai de la difficulté à croire. Mais pour vous rafraîchir la mémoire, on va remonter un petit peu dans le temps. Dans les années 60, il y a Edward Lorenz, qui est météorologue au MIT, qui étudie les prévisions météo à partir de calculs mathématiques poussés uniquement. Fait que lui, c'est vraiment sa base pour fonctionner, là, pour arriver à ses conclusions. Il invente un simulateur informatique de base pour analyser plus rapidement certaines variables sur une longue période parce que, ben, forcément, une machine, des fois, ça peut accélérer le travail versus un humain. Ouais. Ceci étant dit, on s'entend que les ordinateurs de l'époque, ils n'étaient pas aussi puissants que ceux d'aujourd'hui. Fait que c'était trop lent à son goût. Donc, il a conservé les résultats de sa première expérience, mais il a recommencé sa simulation cette fois-ci en simplifiant les variables. Ouais. Puis le fait de simplifier les variables, ben elles étaient, oui, moins précises, mais au moins le calcul se faisait plus rapidement. Ouais, parce qu'il y a comme moins de patterns. Oui, c'est ça. Son ordi n'avait pas de misère, puis il était capable de le donner à temps, mettons. Exact. Puis Lorenz, il était pas mal certain d'arriver sensiblement au même résultat, même si les données de base étaient moins précises. Sauf que non, il s'est rendu compte qu'au-delà d'un certain temps de calcul, les résultats, ils étaient pas seulement différents, ils étaient opposés. OK, à ce point-là. Là. Évidemment, il croyait à une erreur dans ses calculs au début, fait qu'il a réessayé. Il n'y avait pas d'erreur dans ses calculs. Il venait de découvrir la sensibilité aux conditions initiales dont je te parlais tantôt. Donc, les bases de la théorie du chaos ou l'effet papillon, si tu préfères. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, en 1972, il a donné une conférence qui était intitulée « Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? » Cette partie-là, je m'en souviens. Oui. Évidemment, cette question-là, ben, c'est une image pour faire comprendre qu'un changement aussi minime soit-il, donc le battement d'ailes d'un papillon. C'est une façon imagée un peu exagérée, là, mais... Sur les conditions initiales, est-ce que ça peut provoquer un résultat complètement différent et avoir un impact majeur dans le temps, genre une tornade au Texas? Pourquoi? Bien, l'atmosphère, c'est un système complexe où il y a un paquet de facteurs et de variables qui interagissent. On a parlé de pression atmosphérique, de direction, de vitesse des vents, de température, de taux d'humidité, mais il y a plein d'autres facteurs aussi que j'ai pas nommés qui rentrent en ligne de compte. Puis ces interactions-là, elles ne sont pas linéaires. Fait que c'est pas parce que tu augmentes ou tu diminues l'un ou l'autre que forcément les autres variables vont réagir de la même façon. C'est ça, c'est qu'une va faire affecter l'autre, puis après l'autre, puis après l'autre. Fait que si tu simplifies tout ton calcul, ben t'arrives pas du tout à la même chose à la fin. Là. Fait que c'est pas nécessairement proportionnel. Plus tu augmentes, je sais pas, la pression atmosphérique, plus le taux d'humidité diminue. Là. Fait que pour prédire la météo avec une exactitude complète, il faut connaître les conditions initiales avec une précision absolue, ce qui n'est pas possible. Non.
comme tel. Parce que tu prends une certaine zone aussi, puis tout n'est pas pareil dans chaque zone, etc. Fait que comment on gère ça? Ben, en faisant des prévisions d'ensemble, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on lance plusieurs simulations. Au Canada, on en lance à peu près une vingtaine, avec des paramètres légèrement différents en parallèle. Fait qu'il y a 20 simulations qui roulent en même temps, où on va venir changer quelques paramètres, puis on va comparer les résultats à l'aide de graphiques. Et si les simulations convergent vers la même valeur, par exemple, il annonce de la pluie vendredi prochain, ben on peut assumer que la prévision est plutôt fiable. Parce qu'on a quand même 20 études, si tu veux. Oui, c'est ça. Mettons, il y en a 80% d'entre elles qui confirment qu'il pourrait pleuvoir. C'est ça. Là, j'ai dit pourcentage, c'est peut-être relié, puis c'est peut-être pas relié. Là, avec, ben, je suis pas allée aussi loin que ça, là, mais si, au contraire, elles divergent, les graphiques, là, dans le fond, des simulations, c'est signe qu'on arrive à un point de rupture, soit parce qu'en général, tu sais, c'est ça, ils vont comme tous converger vers un point, puis à un moment donné, ils vont diverger. Mais ce point de rupture-là, c'est la limite temporelle au-delà de laquelle les prévisions ne sont plus aussi fiables. Fait qu'au-delà de, par exemple, 5 jours, 10 jours, 14 jours, c'est pas vraiment possible de dire qu'il va pleuvoir ou qu'il va faire beau. Mais là, quand tu regardes la météo puis qu'on dit 40% de probabilité de pluie, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il y a eu un débat par rapport à ça. Fait que j'imagine que tu vas nous aider à répondre à ce débat-là. Oui. Il y a plusieurs interprétations qui sont possibles. Il y a certaines personnes qui pensent que quand on dit 40%, ben, c'est parce qu'on n'est pas assez sûr qu'il va pleuvoir. Juste 40% de chances qu'il pleuve, mais... Il y en a d'autres qui croient que c'est la proportion du territoire qui va être touchée. Il me semble que tu m'as déjà dit ça. Ben, il me semble que c'est un mélange des deux. Ben, officiellement, le pourcentage qui est indiqué sur votre application météo, c'est la probabilité qu'il tombe au moins 0,2 mm de pluie en n'importe quel point de la région de prévision durant la période indiquée. Ah ouais! Fait qu'autrement dit, c'est pas il va pleuvoir sur 40% du territoire, ni on est sûr à 40%. C'est peu importe t'es où, à Montréal, disons, là, t'as 40% de chances de recevoir au moins quelques gouttes pendant cette période-là. Fait que c'est pas genre, mettons, il dit il va tomber 5 mm, ça veut pas dire que tu vas avoir 5 mm, peu importe. C'est juste comme t'as 40% de chances d'avoir une partie. Fait que c'est pas la quantité, c'est vraiment juste le fait qu'il y ait de la pluie, point. Exactement. Fait que c'est pas la superficie du territoire ou juste les chances qu'il pleuve. C'est vraiment, faut au moins 0,2 mm de pluie. Le 50%, comme tel, il existe, mais il n'est jamais affiché parce que justement, le commun des mortels, il interprète ça comme quoi les météorologues sont pas capables de se décider qu'il va peut-être pleuvoir ou pas. Là, c'est comme dire il y a une chance sur 2 parce que c'est comme ça qu'on comprend. C'est de leur algorithme initial, dans le fond. Exact. Là. Mais techniquement, il existe. Parce que tu peux être à quelque part puis qu'il y a 50% de probabilité que tu reçoives des gouttes s'il pleut plus que 0,2 mm. Tu peux pas savoir à 100% que le nuage de pluie qui va passer au-dessus de ta tête va pleuvoir ou pas. Là, Fait que maintenant qu'on comprend mieux comment Météo Média peut prévoir ses articles clickbait, j'avais envie qu'on parle un peu plus de techniques certainement pas éprouvées scientifiquement, mais tout de même funny pour prédire la météo. J'en ai 3 à te présenter. OK, parfait. Allons-y. Bon, t'as certainement déjà entendu la légende ou le mythe comme quoi une grand-mère pouvait annoncer une tempête à venir parce qu'elle avait mal aux articulations ou quelque chose du genre. Oui, j'ai plus mal aux genoux quand c'est humide dehors. Ben, c'est pas prouvé scientifiquement qu'une douleur aux genoux signifie forcément une averse imminente, par exemple. Par contre, avant une tempête, la pression atmosphérique, elle tend à chuter. On appelle ça une dépression. Parce que baisse de pression. Dans une étude du American Journal of Medicine de 2007, on en est venu à la conclusion que la pression atmosphérique, elle pourrait avoir un lien avec les douleurs chez les personnes atteintes d'arthrose. Lorsque la pression baisse, les tissus autour des articulations ont tendance à se dilater, ce qui provoquerait une certaine pression sur les nerfs. Fait que de là, la douleur qu'on aurait au niveau des articulations. Mais c'est pas systématique dans le sens où ils ont pris un bon échantillon de personnes. Il y a des personnes qui n'avaient pas nécessairement d'inconfort ou quoi que ce soit. Mais ils voyaient quand même un certain pattern de façon, disons, modérée. Même chose avec le froid. Les vaisseaux sanguins et les muscles ont tendance à se contracter quand les températures baissent, ce qui fait que le flux d'oxygène et de nutriments est plus faible, donc on devient plus raide et le risque d'inconfort augmente à cause justement de cette raideur. Ouais, OK.
En Europe, maintenant, il y a une tradition qui remonte au Moyen Âge. Tous les ans, en janvier, on coupe un oignon jaune en 12 parties pour symboliser les 12 mois de l'année, sur lesquels on met un peu de sel. Les morceaux, ils sont ensuite positionnés sur une planche à découper près d'une fenêtre en direction de l'est. Et le lendemain, selon la texture des morceaux d'oignon, on serait en mesure de prédire la météo de la prochaine année. Hey, la marmotte a rendu genre vraiment précise comparativement à tout ça. Oui, c'est ça. Le sel, dans le fond, il absorbe l'humidité. Fait que si le morceau d'oignon il est humide, ça annonce que le mois va être pluvieux. Puis si le morceau d'oignon il est sec, ben le mois sera sec, il n'y aura pas beaucoup de pluie. Mais il va-tu vraiment avoir une grosse différence entre les 12 morceaux qui sont tous au même bout de soleil? C'est exactement ça que je me pose comme question, parce que... C'est plus sur le bord peut-être un peu, mais... Les gens numérotent, ils mettent cet oignon-là, ce morceau-là, il est associé à tel mois, puis tout, mais... J'ai des doutes. Moi aussi. On a aussi longtemps prédit la météo avec les grenouilles. OK. Pendant longtemps, on a cru qu'elle pouvait prédire la pluie. Puis là, je te parle pas d'une pluie de grenouilles comme toi, tu m'en parlais. Ouais, c'est ça. Vole pas mon sujet, là. Mais au 19e siècle, on avait même des baromètres à grenouilles. Okay. Là, je m'explique. En gros, on mettait une grenouille dans un bocal d'eau avec une petite échelle ou un perchoir. Si la grenouille montait, ça voulait dire qu'il allait pleuvoir, mais si elle restait dans l'eau, pas de pluie à l'horizon. Fait que elle, quand il pleut, elle dit « Je veux être plus mouillée ». Ouais, c'est ça, mais... je suis capable de sortir parce qu'il va mouiller. C'est ça, mais c'est pas tant qu'elles sont Nostradamus, mais plutôt qu'elles cherchent à combler leurs besoins physiologiques et de reproduction. Comme ce sont des amphibiens, elles ont besoin d'un environnement humide pour être confortables. Puis lorsqu'une pluie est sur le point de tomber, ben elles ont tendance à coasser plus fort. Fait que nous, on a fait comme « Ah, elle coasse plus fort, ça veut dire qu'il va pleuvoir. » Mais en fait, c'est pas pour nous dire de sortir nos parapluies, c'est plutôt pour dire à leurs petites amies que c'est le temps de venir s'accoupler. Viens-t'en, cocotte, c'est beau. Mais en fait, vu qu'elles pondent les œufs dans l'eau, s'il pleut, ça veut dire que les étangs seront plus remplis, donc plus propice à la procréation. Fait que elles sont pas connes, mais pas devins non plus. Et voilà ce qui met fin à ma partie. Ben écoute, très intéressant. On en apprend plus. On comprend qu'à quel point c'est une job compliquée. Puis qu'une grenouille et un oignon ne peut pas résumer tout ça. Non, c'est ça. Fait que maintenant qu'on comprend un peu plus comment on arrive à connaître les pluies normales, ben, j'ai décidé de m'attarder à celles qui sont plus étranges, voire même apocalyptiques, comme les pluies de grenouilles ou encore les pluies de sang. De sang? Oui, t'as jamais entendu parler de ça? Non. Ouais, il y a ça, genre dans l'Iliade, là, genre comme il y a des pluies de sang, le Zeus, il est fâché, ben, il fait des pluies de sang. J'ai pas lu l'Iliade, mais... Ben, moi non plus, là, mais tu comprends. Mais... J'ai comme cet a priori-là qu'on dirait que j'ai plus l'impression que ça arrive aux États-Unis. Non, c'est vraiment à grandeur. Ouais? OK. Ben, qu'il y a des histoires, là. On va y aller en détail. Fait que véritable phénomène, des actions divines ou tout simplement des canulars, eh bien, c'est ce que je vais tenter de répondre aujourd'hui. En commençant par des pluies plus normales, entre guillemets. Un élément que je me suis dit, tant qu'à parler de pluie spéciale, je vais commencer avec cet élément-là, c'est-à-dire les pluies acides. Oui. Tu as sûrement déjà entendu parler de ça à un moment ou un autre. Étant jeune, quand j'entendais parler de ça, moi, je m'imaginais genre de l'acide vert fluo qui fait fondre la peau en tombant du ciel. Puis, ben, je dois annoncer à William de 8 ans que c'est pas ça, des pluies acides. Mais c'est quand même quelque chose qu'on n'entend plus parler tant que ça, on dirait. Effectivement, c'est vrai. Fait que... Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de ce fléau comme les sables mouvants, justement? Ben, écoute, c'est pas si fantastique que ça, les pluies acides, parce que quand on parle de pluies acides, c'est plutôt de l'eau avec un pH d'environ 4,2 à 4,8. Donc acide. Donc acide plutôt que le 7 neutre. Ouais. Mais 4,2 à 4,8, c'est genre le pH d'un jus de tomate. OK, c'est acide, mais pas au point de nous faire fondre. Là. Non, pas du tout au point de retrouver un paquet de squelettes après une averse. Fait que c'est quoi le problème exactement avec ça? Puis pourquoi on en parlait autant au début des années 2000? Ben c'est pas parce que c'est pas aussi spectaculaire que ce que j'imaginais que c'est pas dommageable. Non, effectivement, c'est sûr que ça doit avoir quand même un impact, là. Oui, puis parce que ben, les pluies acides, c'est pas quelque chose de naturel. En soi, c'est un des merveilleux éléments pour lesquels on peut remercier l'humanité. C'était sûr. C'est ça. Celles-ci sont créées lorsque du dioxyde de soufre et de l'oxyde d'azote se retrouvent dans l'air. Le dioxyde de soufre va par exemple réagir avec l'eau et l'oxygène pour créer de l'acide sulfurique, tandis que l'oxyde d'azote, lui, va se transformer en acide nitrique. Puis ces éléments-là, ces molécules-là, ils se forment, j'imagine,
par la pollution. Ça se fait avec, de base, naturellement, avec du soufre. Fait que, mettons, un volcan qui entre en éruption, ça va en dégager, mais c'est pas tous les jours qu'il y a des volcans, puis en grande quantité. Fait que la façon que ça se retrouve plus dans l'air, c'est lorsqu'on brûle des énergies fossiles comme du pétrole du charbon. Fait que là, à ce moment-là, ils vont se retrouver en grande quantité dans l'air, se mélanger à la pluie, puis donc la pluie va devenir acide par ce mélange-là. Puis c'est à cause du fait que c'est pétrole et charbon que c'était un phénomène plus du début des années 2000 parce que c'était une période où on chauffait beaucoup plus, on faisait beaucoup plus d'énergie avec du charbon, notamment aux États-Unis, mais dans d'autres pays. Là, on est rendu plus dans des énergies renouvelables à travers le monde. Donc, c'est moins un problème, parce que c'est juste les autos puis les manufactures, mais il y a quand même des pluies plus acides qui vont venir de temps en temps et affecter l'environnement. Puis quand je parle d'effets néfastes sur l'environnement que ça a, ça va nuire à la santé des végétaux et de la flore aquatique des lacs. Donc, par le fait même aussi, à la faune, si la flore est affectée. Les petites grenouilles. C'est ça. Ça va affecter particulièrement les algues vertes dans l'eau qui vont arrêter de se proliférer parce que le niveau d'acidité nuit. Là. Je veux dire, suffit que tu ne mettes pas la bonne quantité d'eau, ton eau est un peu trop acide ou alcaline, puis ta plante elle meurt dans ton salon. Oui, mais c'est ça vient débalancer l'écosystème. C'est ça. Puis par le fait même, ça l'affecte aussi surtout les truites et les saumons. Et l'omble chevalier, qui est tout dans la même famille, les solmolidés, je pense, quelque chose comme ça. En tout cas, je ne l'ai pas noté. Je sais pas, je mange pas de poisson. Puis, c'est pas full nice pour l'environnement, ça. Puis, on est parmi les provinces les plus touchées au Canada, avec l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, parce que nos sols, à cause du bouclier canadien, sont très rocheux, des roches dures comme le granit. Fait qu'on a du mal à neutraliser les acides. Je pensais que c'était parce qu'on avait peut-être plus de plans d'eau que... Oui, mais c'est aussi qu'on n'a pas des éléments alcalins qui vont pouvoir neutraliser ces pluies-là, puis ça va se ramasser directement dans nos eaux. Donc, on est plus à risque. Du bouclier canadien. C'est ça. Fait que voilà pour les plus acides, un phénomène pas fantastique et dommageable et très triste. Fait que parlons de quelque chose de moins downer, les pluies de sang. Je sais pas si c'est en moins dans eux. Oui, parce que c'est pas d'hier qu'on retrouve des écrits comme quoi il y aurait eu des pluies de sang à travers l'histoire. On en parlait même en l'Antiquité, comme je disais tantôt, donc dans l'Iliade, mais on en parlait aussi beaucoup pendant le Moyen-Âge, puis surtout des trucs là, comme Dieu qui nous punit, puis l'Église catholique, etc. Mais moi, dans ma tête, c'est genre, c'est une grosse partie de chasse de pigeons, mais pas d'argile, puis c'est juste ça qui tombe, là. Très violent comme vision des choses. Là, une pluie de sang. Oui. On dit d'ailleurs que ces pluies-là sont généralement annonciatrices d'une catastrophe ou d'un massacre à venir. L'apocalypse. Oui, presque. Puis en fait, on dit d'ailleurs qu'il y aurait eu une pluie de sang qui serait tombée sur l'Allemagne avant le début de la peste noire, par exemple. Mais est-ce qu'il pleut réellement du sang dans la vie, Hélène, selon toi? Je pense pas. Là. Je pense pas que c'est du sang. Peut-être que c'est un liquide rouge, mais pas du sang. Bon guess. Une des premières explications, c'était que le sang des victimes suite à une bataille se déversait dans les cours d'eau puis allait s'évaporer et retomber sous forme de pluie. Fait que c'était signe d'une grande bataille, d'un grand... Il y a quand même une petite logique. Il avait compris le système de formation des nuages. Oui, mais pas tout à fait parce que, c'est pas parce que de l'eau salée, par exemple... va être évaporée que ta pluie va être salée. Fait que c'est la même chose avec les globules rouges et l'hémoglobine parce qu'ils ont des structures biologiques beaucoup trop grosses et lourdes pour monter. C'est ça, j'allais dire, ça doit être une question de densité ou de quoi, comme on en parlait dans le dernier épisode. Puis, notre sang étant principalement de l'eau, fait que c'est juste l'eau qui remonterait dans ce contexte-là. Il faudrait qu'il y ait eu un bain de sang de malade pour que ton eau stagnante devienne rouge à la grandeur. Il y en a eu des bains de sang de malade dans l'histoire. Rouge. Fait que, c'était quand même un autre niveau. Fait que qu'est-ce qui cause les pluies de sang dans ce cas-là? Fait qu'on va prendre une situation relativement récente pour y répondre, soit les pluies rouges qui sont tombées sur la région de Kerala en Inde entre le 25 juillet et le 23 septembre 2001. OK. Fait que assez proche pour pouvoir faire des tests scientifiques sur ces eaux-là. Puis pour que certaines personnes encore vivantes aient connu... Oui, c'est ça. Puis qu'on ait vraiment une preuve. C'est pas une affaire de l'année 1400 puis que t'es juste comme...
I guess moi leur faire confiance. Là. Ouais. Fait que, comme je te dis, étant en époque moderne, fini les explications divines, mais ça veut pas dire qu'on n'avait pas des explications plus farfelues pour ces pluies-là. Je sais pas, en Inde, ils sont quand même très croyants. Oui, mais tu sais, dans les explications plus reconnues mondialement. OK, ouais. Mais il y a des chercheurs qui ont proposé que c'était en fait une pluie extraterrestre. Ah oui, bien sûr, parce que c'est tellement plus logique. Ben, un peu, tu vas comprendre. Ben, j'avoue, là, je sais même pas c'est quoi ma position sur les extraterrestres, très honnêtement. J'ai pas envie d'y penser, ça m'angoisse. Ben, anyway. Selon la théorie, en fait, c'est que juste avant la première pluie de sang, il y aurait eu un gros boom, comme qu'on pourrait entendre lorsqu'un météore rentre dans l'atmosphère. Ouais. Puis dans le fond, il se serait peut-être éparpillé en cellules microscopiques rouges qui auraient pu se mélanger à la pluie et donc tomber par la suite au sol. Parce que, vois-tu, on a retrouvé des cellules vivantes dans ces gouttes de pluie-là quand on les a testées. Puis ces chercheurs-là étaient comme, hey, les cellules ils se reproduisent dans des températures plus élevées que celles de la Terre. Fait que c'est pas normal. Puis, c'est pas des cellules terrestres. Là. C'est ça, selon eux. Puis là, ils trouvaient pas d'ADN non plus. Mais après ça, quand on les a questionnés, ils ont dit, je sais pas, je suis pas biologiste, moi. Fait qu'en tout cas, c'est des personnes un peu louches, là. C'est qui, ça? C'est Keita qui a fait ça dans son garage. Mais c'est ça. Leurs tests, ils n'ont pas été reproduits par d'autres personnes. Puis, il y avait un autre petit enjeu. Comme je te disais, il y a plu pendant 2 mois. Du sang? Pas à tous les jours, là, mais les pluies de couleur rouge, entre le 25 juillet et le 23 septembre 2001. J'avoue, j'ai comme pas capté que c'était 2 mois. Fait que c'est pas un météore qui fait qu'il pleut pendant 2 mois des extraterrestres. Tu sais pas, t'as-tu déjà vu un météore pleuvoir? Non, mais justement, il finit par retomber au sol. Fait que pourquoi il continuait à pleuvoir rouge à cette époque-là? Il avait mis du Nesquik aux fraises. Non, c'est pas l'explication. Mais il y avait bel et bien des cellules dans cette eau de pluie-là, mais plutôt des cellules d'algues. OK. Parce qu'il y a des études de la végétation de la région qui ont révélé qu'il y avait une véritable infestation de Trantepolia. Je sais pas si je le prononce comme il faut. Je connais pas. C'est une algue verte. Mais qui pleut rouge. C'est qu'elle vire sur l'orange parce que... mais les algues, souvent, ils virent orange. C'est une affaire de carotène. Carotène? Bêta-carotène. L'affaire fait que les carottes deviennent oranges, là. Je pense que c'est du bêta-carotène. Ouais, c'est ça. Ça génère ça. Carotide, c'est autre chose. Là. Oui, non, c'est rouge aussi. Oui, mais... Puis, ça pleut rouge aussi. Ouais, c'est ça. C'est des algues qui poussent sur des écorces et des pierres. Fait que mélangées avec du lichen, je sais pas trop comment ils se feedent l'un dans l'autre. Fait que c'est pas des algues sous l'eau, mais des algues sur des arbres. Puis la théorie principale veut donc que des pluies fortes et des grands vents ont fait remonter suffisamment de spores de cette algue-là qui était en grande quantité dans la région pour qu'elle aille se mélanger dans l'eau qui était en l'air, là, donc dans les nuages, pour retomber sous forme de pluie rougeâtre. OK. Faut vraiment que j'aille googler de quoi ça avait l'air, une pluie de sang. Je veux dire, je pense pas qu'il y a des vidéos des pluies. C'est juste, il y a des échantillons, là, tu vois, mettons, comme la pipette, là, c'est rouge, vraiment un rouge foncé. Là. Puis, c'est des phénomènes qu'on peut retrouver d'ailleurs avec du pollen ou de la poussière de sable qui va faire qu'une pluie va être plus jaunâtre ou brunâtre. Donc, ça serait plus logique comme explication. Ceci étant dit, il faudrait que ces algues-là aient toutes fait leur sport en même temps. Fait que c'est un contexte très, très, très particulier qui peut mener au fait que tu vas avoir de la pluie rouge, pas parce qu'il y a beaucoup d'algues ou de liquide quelque part que ta pluie va nécessairement devenir d'une autre couleur. Mais c'est ça, c'est plus logique que la colère des dieux ou des extraterrestres qui expliquerait potentiellement ce type de pluie-là à travers le monde. C'est peut-être un combat entre les dieux et les extraterrestres, puis c'est ça. Qui se passe au-dessus de nous, tu sais. J'aime mieux l'explication scientifique. Fait que voilà, ce n'était que poussière. Mais qu'en est-il des pluies d'animaux dans ce cas-là? Parce que des histoires de pluies de grenouilles, de poissons, d'oiseaux, il n'y en a pas juste une ou deux dans l'histoire. Là. Mais non, c'est ça. Il me semble à chaque année, dans notre revue de l'année, on parle d'une pluie de goélands, puis de caméléons, puis de je sais pas quoi. Ah ouais? Je sais pas. Je dois supprimer ça de ma mémoire, mais... Je te confirme que moi, j'en ai parlé à plus d'une reprise.
davantage. Mais tout ça part, entre autres, avec la pluie de grenouilles annoncée parmi les 10 plaies d'Égypte, qui mènent à l'apocalypse, comme on parlait tantôt. Oui. Là, fait que c'est plus les grenouilles que les pluies de sang. Mais il y a aussi différentes histoires, comme le grec Athénée, qui évoquait une pluie de poissons qui aurait duré 3 jours dans le Péloponnèse au 4e siècle. Une pluie de souris jaunes qui serait tombée à Bergen, en Norvège, en 1578. OK. Une pluie de poissons-chats en 1861 à Singapour, ou encore une pluie d'araignées vivantes à Goulburn, en Australie, en 2015. Non, ça, j'aime pas ça. On va y revenir plus tard à celle-là. Je suis pas sûre que je vais rester pour cette partie-là. On va finir avec ça. Là. Fait que tu peux comme l'oublier temporairement. Je partirai avant Catimini. Je vous dirais bye-bye. Puis la communauté scientifique n'est pas aussi intéressée à ce concept super fucked up-là que je pensais. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de sources fiables sur comment il pourrait tomber des grenouilles du ciel. Ouais. Mais il y a quand même certaines explications, donc j'aimerais te partager. Puis on va démystifier ça un peu au fur et à mesure. Commençons par les grenouilles, les têtards ou tout autre petit animal du genre. La théorie scientifique actuelle, c'est qu'il pourrait y avoir certains contextes où celles-ci sont soulevées en l'air par des trombes marines. OK. Une trombe marine, c'est comme les mini-tornades là, qui se forment au-dessus de l'eau, mais qui vont juste se dissiper une fois sur Terre. Fait que, encore une fois, il faut un contexte ultra particulier où elles se forment sur un point d'eau qui est vraiment peu profond, qui ramasse les grenouilles, les amène en l'air et les fait retomber quand elles se dissipent par la suite. Fait que c'est pas juste des vents normaux, mais ça serait genre des mini-tornades qui réussiraient à rattraper. C'est Sharknado, mais version... Version avec un poids plus logique d'être relevé version en l'air. poids plume. Oui, c'est ça. Puis les gens ne feraient pas nécessairement le lien avec les animaux qui tombent du ciel et ces tornades-là parce que ils peuvent parcourir de longues distances. Une fois dans les airs, les vents pourraient les emporter plus facilement. Donc, ça pourrait être loin de ces tornades-là. Ça les catapulte. Fait que tu t'en rends pas nécessairement compte. Il y a plusieurs scientifiques qui sont en désaccord avec cette théorie-là, par contre, parce que les trombes sont généralement pas assez puissantes pour ça. Ils ne peuvent pas aller chercher profond dans l'eau ou ils vont expulser le liquide très rapidement. Fait que les grenouilles n'auraient pas le temps de monter aussi haut. Puis ça n'a pas de sens que ça soulève une seule espèce. T'sais, comme pourquoi ça pogne juste les grenouilles et non pas d'autres bébites qui sont dans la région. D'autres reptiles. À ça, on va répondre que la population d'une espèce peut être plus concentrée dans un marais, par exemple. Fait que tu vas plus remarquer cette grande population-là. Ou justement, s'ils ont tous le même poids ou la même forme-ish, fait que ça a plus de chances que ça soit toute la même espèce qui soit soulevée versus ton insecte peut-être qui était assez petit ou ta souris était... Je me range du côté des scientifiques qui sont plus ou moins d'accord. Mais dans ce contexte-là... Parce que pour moi, justement, il y a comme plein d'autres espèces que des grenouilles là, dans un étang, par exemple. Puis... Mais il n'y a pas vraiment d'autres explications scientifiques de pourquoi ils pourraient être tombés, à moins que les grenouilles ne sont pas nécessairement tombées avec la pluie. Parce que les grenouilles, c'est un peu comme les vers de terre. Comme tu disais tantôt, ils peuvent sortir avant la pluie ou après la pluie. Fait qu'il peut arriver comme contexte qu'un gros orage, t'es pas dehors, tu t'en rends pas compte, tu sors, puis la rue est remplie de grenouilles. C'est ça, c'est pas un ça veut pas dire qu'ils sont tombés du ciel. C'est juste un comportement qui ont... Ça peut être vraiment bizarre de voir des centaines de grenouilles sur la route. Ça veut pas dire qu'ils sont tombés du ciel pour autant. Exact. Ils peuvent être sortis par la suite. Puis, petit truc, les amis, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, si les grenouilles sont vivantes, sont probablement pas tombées d'1 kilomètre de haut, hein? J'espère pour elles que non. Regarde. Peut-être qu'en gonflant leurs joues, ça fait comme une espèce de parachute, puis ils tombent un petit peu plus tranquillement. Fait que c'est ça, ça pourrait être juste un billet que les gens ont cette impression-là. Mais je pense que oui, parce que l'affaire des caméléons, si je me rappelle bien, là, dans la revue de l'année, là, il me semble que c'était une affaire de genre plus de caméléons de quoi, mais c'était juste les caméléons avaient comme pogné une maladie ou de quoi de même dans les arbres, puis ils étaient comme haut perchés dans les arbres, puis ils faisaient juste genre, ils étaient comme rendus tout raides figés, puis ils faisaient juste tomber. Fait que là, tout le monde était comme, il pleut des caméléons, mais c'est juste, les caméléons sont naturellement dans les arbres, puis là, ils tombaient parce qu'il y avait... La plupart des pluies d'oiseaux, c'est juste, il y a une maladie parmi les oiseaux, fait qu'ils finissent par mourir dans les airs. Mais c'est pas, il pleut pas des oiseaux, il fait juste mourir dans les airs. C'est ça. Puis ils restent pas perchés leur cadavre. Oh. Les pluies d'oiseaux, d'ailleurs, sont souvent expliquées par le fait que, justement, ça peut être des vents comme ça, puis ça les désoriente, ils font juste tous se rentrer dedans,
Ah non. Puis ils tombent, puis ils décèdent. Fait que tu peux avoir plein d'oiseaux qui tombent en même temps, mais c'est pas littéralement une pluie. C'est vraiment plus... fait que ça rentre pas dans cette catégorie-là. Revenons, par contre, à la pluie de poissons-chats à Singapour dont je parlais tout à l'heure. Vois-tu, l'histoire en question veut que la ville de Singapour ait connu un immense séisme le 16 février 1861, suivi de 3 jours de pluie intense, après lesquels on aurait retrouvé des poissons un peu partout sur les terres. Ben, à ce moment-là, il est possible que ces pluies-là aient créé des inondations rapides, amenant des poissons hors de l'eau, mais que l'eau s'est retirée plus rapidement que les poissons ont pu ressortir. Donc, tu as des poissons un peu partout à des endroits qui n'auraient pas dû être. Puis tu dis, y a-tu plus des poissons? Mais non, c'est juste une inondation de base. Ouais. Et en plus de ça, je savais pas, mais il existe une sorte de poisson-chat en Asie du Sud ou du Sud-Est nommé le silure grenouille ou poisson-chat marcheur, qui est reconnu pour être capable de se déplacer sur Terre pour chercher de la nourriture. Non, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Ben, c'est juste un poisson, là. Ben, c'est un poisson-chat avec des pattes. Non, il n'y a pas de pattes, il fait juste sautiller. C'est pire! Comme une truite qui se promène dans ta chaloupe, mais il va jumper pour essayer soit de chercher de la nourriture ou trouver un meilleur cours d'eau. Fait que dans un contexte où il y a peut-être plus d'eau partout, mais tu vas en trouver vraiment un peu partout dans ton village là, par la suite. OK. T'es vraiment dégoûté par tout ce que je te raconte, hein? Ben, un petit peu, là. Ça se finira pas tout de suite. Parce que c'est pas non plus parce que vous avez vu tomber des têtards du ciel qu'il y a vraiment eu une véritable pluie d'animaux. Parce qu'il était rapporté en juin 2009 qu'il y a plus des centaines de têtards à travers la préfecture d'Ishikawa au Japon. Mais des scientifiques ont par la suite confirmé que ceux-ci auraient plutôt été vomis par des hérons. Wesh! Je peux pas trop te dire comment ils sont venus à cette conclusion-là. J'imagine qu'ils avaient trop mangé au buffet, je sais pas, là, mais... Je sais pas, ils ont retrouvé les hérons 2-3 km plus loin, là, puis ils ont vu... Peut-être qu'ils ont retrouvé de la bave de héron autour des têtards, mais en tout cas, c'est ça. Je veux dire, juste une pluie de têtards de base, ça m'écoeure un petit peu, mais là, savoir que c'est du vomi de... Non. Ça me donne envie de vomir, justement. Terminons avec la fameuse pluie d'araignées en Australie de 2015. OK, bye! Puis je sais que ce que je décris, c'est un des plus grands cauchemars de plusieurs personnes. Tu sais, moi, je suis pas arachnophobe, mais... Ça t'écoeure. Ben, c'est pas ça m'écoeure, c'est j'aime juste pas ça. Je suis comme vraiment inconfortable. Je comprends. Mais rassurez-vous, vous risquez pas de littéralement voir des araignées tomber du ciel comme de la pluie. Non, mais surtout les araignées en Australie qui sont... Non, mais elles sont pas toutes meurtrières, là, non plus. Non, là. mais c'est pas... J'allais même pas dire qu'elles sont meurtrières, juste qu'elles sont fucking géantes, là. Ben, pas nécessairement celles-là, mais... Tu sais, les petites araignées qu'on a, nous, dans notre maison, genre, je peux vivre avec. Oui, là. mais si t'en as des centaines dans le ciel, Hélène... Oh, non, arrête. Ben oui, exactement. Ce qui est arrivé à ce moment-là, en 2015, parce que, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de voir, mettons, juste, tu sais, t'es dehors, là, pis t'as une araignée qui flotte, pis juste comme, elle sort d'où cette araignée-là? Comme, elle est accrochée à quoi? T'sais, ouais, j'ai plus vu des petites larves un peu, là. Ben, ça peut arriver pour les mêmes raisons, c'est-à-dire un phénomène qu'on appelle le ballooning. OK. Fait comme un ballon. Ouais. C'est une technique de transport chez certaines espèces, donc des larves et les araignées, où ce qu'ils font, ils tissent une petite toile puis se laissent emporter par le vent. Ça a l'air petite montgolfière. Ouais. Puis ben, la fameuse pluie d'araignées de 2015, c'est qu'il y aurait probablement eu une migration de masse de plusieurs milliers d'araignées en même temps. Fait que si tu passais dans le coin en char, t'avais l'impression qu'il y en avait des tonnes qui tombaient du ciel. Puis j'ai vu une vidéo là, de ça. Puis j'ai pas peur des araignées, mais j'ai frissonné des dégoûts, là, honnêtement. Là. C'est leur festival des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense juste à ça depuis que tu fais ça. Ouais. Fait que voilà ce qui conclut ma partie parce que, ben, au final, on se rend compte que c'est pas parce que c'est pas quelque chose de divin ou d'extraterrestre que c'est pas absolument écœurant et super fucked up. Ouais. Écœurant dans tous les sens. Dans tous les sens. Mais si, justement, on vous a pas trop écœuré. Si vous aimez ça, les affaires écœurantes. Que vous nous aimez encore, on vous invite à vous abonner. On est sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Ouais. On est également sur les réseaux sociaux aussi où on fait plein de belles petites capsules. Wow. C'est ce qui m'énerve.
vivement la fin de cet épisode. Mais non, où on vous invite justement à nous suivre, à aller interagir avec ce contenu-là aussi. On fait plein de petites capsules assez funky aussi, là, justement. TikTok, Instagram, YouTube. Exact. Puis sinon, ben, on se retrouve dans 2 semaines. Bye!